Bonjour à toutes et tous. Merci à Pierre-Michel Menguer de me convier à ce séminaire. J'ai cru comprendre qu'une bonne partie des interventions, peut-être toutes dans ce séminaire, tentaient d'articuler entre elles des préoccupations sociales et des préoccupations scientifiques. Je me suis logé avec plaisir, parce que c'est très largement dans ce sens-là que moi-même et les réseaux auxquels je participe menons nos réflexions et nos études. Et donc j'ai tout de suite mis comme sous-titre à cet exposé « Questions sociales et scientifiques » autour de cet enjeu de la pénibilité au travail dont il ne vous a pas échappé, qu'il est bien dans l'agenda social et en bonne place, depuis maintenant une dizaine d'années, en tout cas en France, depuis un affichage très fort au moment de la réforme des retraites de 2003, et puis de celles qui ont suivi, avec diverses aventures et mésaventures. Et de ce fait, de manière un peu articulée ou avec quelques tensions, aussi à l'agenda des recherches scientifiques, ne serait-ce que pour s'interroger sur la question de savoir s'il y a des connaissances et lesquelles qui peuvent utilement, sur lesquelles le débat social peut utilement s'adosser. Alors, j'ai fait la proposition à Pierre-Michel de traiter de cette question-là sous un angle dont j'espère qu'il est cohérent avec la démarche générale de ce séminaire, qui est celui de parler de la pénibilité du travail comme d'épreuve. Et vous verrez dans un instant que je veux jouer exprès, c'est pour ça les guillemets dans le titre, je veux jouer exprès sur la polysémie du terme épreuve, et ça donnera la structure du plan, le plan de mon exposé. Donc la question générale d'abord, et elle ne vous surprendra pas, celle qui est affichée là, et que se posent aussi bien les réseaux de chercheurs qui sont amenés à réfléchir à cette question de pénibilité que les négociateurs sociaux, que les pouvoirs publics, c'est comment on peut, dans l'action collective, dans l'action publique, intégrer la diversité des situations personnelles, des parcours professionnels des gens en fin de vie active, au regard de cette affaire de pénibilité. Autant de parcours différents, autant d'états de santé différents, autant de conditions de travail d'aujourd'hui différentes. Et comment, malgré tout, tenir au milieu de tout cela, établir, construire, faire vivre des principes d'intérêt commun, puisqu'il s'agit entre autres de lois, puisqu'il s'agit entre autres de négociations qui doivent aboutir à un certain nombre de mesures de prévention ou de compensation. Alors, cette question-là, il n'est pas impossible que j'y apporte des bribes de réponse au fil de mon exposé, mais ce n'est pas exactement celle que je vais traiter. Elle est, si vous voulez, à l'arrière-plan. Et celle que je vais, moi, essayer de développer dans le cadre de ce séminaire et de mon intervention aujourd'hui, je l'ai annoncé au début, c'est autour de la terminologie d'épreuve. D'apostrophe, épreuve. Je pense que le mot épreuve se prête bien à une réflexion sur ce sujet-là par justement sa trivalence. Est épreuve ce qui est éprouvant, autrement dit ce qui laisse des traces, ce qui peut meurtrir le corps, l'organisme, on porte le poids, on porte la marque d'une certaine manière, on peut aussi porter la marque positive, on peut porter entre autres la marque négative d'un certain nombre de conditions de travail que l'on vit tout au long de son parcours. Deuxièmement, une épreuve peut être un test, donc parler de la pénibilité comme épreuve, ça peut être l'occasion de se demander, et Dieu sait qu'on se l'est demandé et qu'on continue de se le demander, comment on évalue cet objet compliqué qui file un peu entre les doigts. Il faut bien l'évaluer puisqu'il est question de politique publique, de systématisation d'actions de prévention, de mise en place de modes de compensation. Et troisième chose, mettre à l'épreuve, alors au sens presque, si vous voulez, de l'appareil photo, hein, les épreuves, quoi, ce que ça révèle, et on peut considérer que l'irruption du débat sur la pénibilité dans le débat social a cette vertu d'amener à s'interroger sur la présence ou non, tout simplement, de pénibilité du travail dans les systèmes du travail d'aujourd'hui, au cas où on aurait conclu, sans doute un peu rapidement, qu'une sorte d'amélioration naturelle des conditions de travail ferait en sorte que la pénibilité serait une histoire ancienne et qu'on n'aurait plus à s'y affronter, ou on aurait bientôt plus à s'y affronter. Alors, j'ai un système subtil d'hypertexte dont je vais voir dans un instant si j'arrive à le faire manœuvrer, qui permet en principe de revenir comme dans une gare de triage
On dirait que oui. Et je vais appuyer pour voir ce que ça passe. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Donc, premièrement, les traces, les épreuves éprouvantes, vraiment en 3-4 diapositives, je vais résumer un champ très très vaste de connaissances, toute une littérature là-dessus. Peut-être que l'un des meilleurs résumés est un rapport de quelques dizaines de pages réalisé par un prof de médecine du travail qui s'appelle Gérard Lasfargue, un rapport de 2005 que vous trouverez assez aisément sur le site du Centre d'études de l'emploi. Alors, je vais assez vite, hein, je ne vais pas faire des démonstrations détaillées dans ce domaine-là, en commençant d'une part par rappeler qu'on a des connaissances sur les effets du travail sur la durée de vie. On sait qu'on est dans le champ des explications, au moins partielles, des inégalités sociales d'espérance de vie. Ces inégalités sociales sont fortes, ça je vous apprends rien. Elles sont de l'ordre de 6 ans d'écart d'espérance de vie entre cadres et ouvriers hommes à 35 ans. Chez les femmes, les écarts sont un peu moindres. Et cet écart serait plutôt en légère progression tendancielle. L'espérance de vie de toutes les catégories est en progrès, mais les écarts tendent plutôt à se creuser un petit peu. Pas exagérer non plus cette tendance, mais enfin un petit peu. Alors, quelle est la part du travail là-dedans? Il y a une étude finlandaise, la seule que je connaisse, qui s'est offert le luxe de calculer la part globale du travail dans la mortalité. L'exercice est évidemment assez compliqué, comme vous imaginez, assez délicat. Les auteurs sont d'ailleurs très prudents, mais ils arrivent à cette évaluation-là de 10% de part attribuable de la mortalité pour les hommes et 2% pour les femmes, en l'occurrence en Finlande. Alors, je précise tout de suite, ça ne veut pas dire que si on supprimait le travail, 10% des hommes et 2% des femmes deviendraient immortels. C'est pas, sinon, ce serait une nouvelle intéressante qui mériterait des réflexions métaphysiques fortes. Non, évidemment, ce n'est pas le cas. Les personnes, je suis désolé de vous apporter cette mauvaise nouvelle, finirent par décéder quand même, mais un peu plus tard. Voilà. Alors, plus sérieusement, non pas que cette étude ne soit pas sérieuse, plus sérieusement, il y a des évaluations tout à fait solides maintenant, convergentes, sur la base de travaux internationaux, qui indiquent que de l'ordre d'un tiers des différences sociales de mortalité par cancer, donc pas un tiers des cancers, hein, différences sociales entre ouvriers et cadres de mortalité par cancer, et plus spécifiquement la moitié pour les cancers d'organes comme les poumons ou la vessie, s'explique par les conditions de travail et très précisément par l'exposition à des toxiques cancérogènes dans la vie professionnelle. Alors, on a pu resserrer encore un peu l'analyse en examinant des différences de mortalité à l'intérieur d'un même milieu professionnel, donc cette fois-là, même conditions de vie, même niveau de revenu, même accès aux soins, etc., même pratique alcoolo-tabagique, etc. Et on trouve à nouveau des différences, ça a été démontré dans des études assez fines dans une industrie de pâte à papier en Suède ou dans la presse, chez les ouvriers de la presse quotidienne, l'imprimerie de presse en France. Donc, ça va, on est sur un socle de connaissances suffisamment bien établi qui indique que dans les écarts entre catégories sociales au plan de la mortalité, au plan de la longévité, le travail joue son rôle. Il est loin d'expliquer tout, il en explique une partie et on arrive à peu près à repérer, dans un certain nombre de circonstances, la part qu'il prend. Alors, reculons d'un cran et parlons maintenant de la santé aux grands âges, qui est aussi en cause dans le débat social sur le lien entre retraite et pénibilité, parce que si le travail dégrade la qualité de vie au grand âge, on peut considérer qu'on a une moins bonne retraite, peut-être aussi longue, mais moins bonne. Là aussi, il y a des résultats qui indiquent que dans une tendance générale à l'augmentation de ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité ou les espérances de vie en bonne santé, il y a toute une série de modes d'évaluation multiples de tout ça. On a donc cette progression d'ensemble qui est une bonne nouvelle. Hein. Nous ne gagnons pas uniquement une espérance de vie de grabataire, pour dire, nous gagnons aussi globalement une espérance de vie en santé convenable. Il y a dans ce domaine-là des fortes inégalités sociales aussi, encore un peu plus prononcées en nombre d'années, et cette fois-ci équivalentes pour les hommes et les femmes. C'est à peu près 10 ans de différence d'espérance de vie en bonne santé entre ouvriers et cadres ou entre ouvrières et femmes cadres.
Et là aussi, on a un certain nombre d'études ciblées, pas considérables, hein, et toutes les occasions sont bonnes de lancer un appel au monde de la recherche pour développer des travaux d'analyse sur la santé post-professionnelle, enfin, le rôle des conditions de travail sur la santé au grand âge. Mais enfin, d'un certain nombre de travaux au Québec ou en France, on a pu établir que les conditions de travail tout au long de la vie ont un effet indéniable sur la santé après la fin de la vie professionnelle. Et puis, il y a des effets du travail, reculons encore d'un cran, sur la santé en fin de vie professionnelle, avec des enjeux qu'on imagine bien sur la manière dont ces dernières années de la vie active sont vécues et se passent. Ceci étant prise sur une évolution générale de la santé avec l'âge qui est a priori tendanciellement pas très bonne, c'est-à-dire que statistiquement, les problèmes de santé ont une prévalence qui s'accroît avec l'âge, y compris aux âges de la vie professionnelle, disons jusqu'à 60 ou 60 et quelques années. Et il y a, alors là, une grosse littérature. Vous pouvez repérer au passage ce sigle de Estève, Enquête santé, travail et vieillissement, qui est une enquête qui date maintenant d'une vingtaine d'années, mais qui est vraiment le gros registre de données, le gros réservoir de données quantitatives probantes sur les liens travail-santé un peu à moyen long terme comme ça. Et donc on démontre les effets à plus ou moins long terme des expositions au bruit, des expositions au port de charges lourdes, des expositions au travail de nuit, etc., qui engendrent statistiquement une prévalence accrue de problèmes de santé, susceptibles de fragiliser l'emploi, donc notamment en fin de vie active, on a cette période délicate où on peut se retrouver par exemple licencié pour inaptitude et puis il faut attendre avec parfois une indemnité ou parfois les minima sociaux d'atteindre l'âge de la retraite. Et puis qui peuvent aussi, ces dégradations de la santé, gêner dans la réalisation du travail. J'en reparlerai dans un instant. Alors, il y a des résultats plus récents qui sont intéressants, qui montrent que l'état de santé est non seulement en lien avec les expositions professionnelles, par grands paliers, tant d'années d'exposés à telle chose, etc., mais aussi par la dynamique même du parcours. Ça, je crois que c'est un résultat très important. Le fait même d'avoir eu un déclassement social au fil de son parcours professionnel, d'avoir eu un itinéraire un peu bousculé avec des changements d'emploi fréquents, des épisodes de chômage, tout ça, avec les grandes enquêtes santé itinéraire professionnel qui existent maintenant, on a pu constater que ça avait un effet délétère, néfaste sur la santé à la fin du parcours. Et puis, apparaît ici en rouge, parce que je crois que c'est parce que ça t'a interrogé et que tu avais l'intention. Voilà. C'est une marque de Pierre Michel dans mon exposé, que cette phrase, le fait que ça soit en rouge, moi j'avais mis au même titre que les autres faits. Donc, il y a des résultats de travaux plus qualitatifs et qui démontrent que le lien, la réflexion sur les liens entre travail et santé que des individus sont amenés à faire en fin de vie professionnelle, a quelque chose, a beaucoup à voir avec tout ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient peut-être souhaité faire. Et donc des bifurcations antérieures dans leur itinéraire, des bifurcations, des options auxquelles ils ont renoncé, ce à quoi ils se sentaient davantage destinés que la vie professionnelle qu'ils ont finalement eue, peuvent jouer un rôle tout à fait considérable sur le jugement qu'ils portent sur leur vie professionnelle et sur ses effets sur la santé d'aujourd'hui. Alors ça, c'est la fin de cette première partie de mon analyse. On va voir si je reviens à la gare de triage. Oui, le Collège de France a un fonctionnement absolument rassurant. Donc, deuxième volet sur lequel je m'attarderai nécessairement un peu plus, puisque l'ensemble de ce séminaire a des thématiques d'évaluation dans son propos, c'est justement comment ça s'évalue cette chose de la pénibilité. Peut-on l'évaluer? Et quand on parle d'évaluation, assez vite, on est dans le champ des indicateurs, des évaluations quantitatives considérées dans ce domaine-là comme les plus probantes. Alors là, c'est très important d'insister sur le fait que le débat social a un peu brouillé la réflexion en utilisant un peu indifféremment le terme de pénibilité pour des notions qui sont en fait assez différentes les unes des autres, même si un même individu peut être concerné par plusieurs d'entre elles. Celle qui devrait prévaloir dans les débats sur la compensation, les départs anticipés, etc., c'est celle qui est indiquée là, de façon un peu jargonneuse, mais j'espère qu'il vous apparaît suffisamment clairement, c'est-à-dire des astreintes, des caractéristiques du travail auxquelles on a été exposé, on n'a pas eu le choix pendant sa vie professionnelle, et qui sont potentiellement pathogènes. C'est-à-dire que statistiquement, les connaissances permettent de dire que du fait qu'on a été exposé à cela, on a de plus grandes chances,
un plus grand risque d'avoir une durée de vie plus courte ou d'avoir une santé post-professionnelle, une santé au grand âge moins bonne. Donc voilà, il y a des effets potentiellement pathogènes, ce qui ne veut pas forcément dire ni qu'on y est encore exposé en fin de vie active, mais on les a vécus, ni qu'on est déjà en mauvaise santé au moment de partir en retraite, on peut être encore en bonne santé, et pourtant, il y a une sorte de fragilisation potentielle interne, statistique, probabiliste, qui fait qu'on a un peu plus de chances ou de risques que d'autres, voire beaucoup plus, de développer des pathologies éventuellement graves peu après la retraite. Une toute autre facette de la pénibilité, c'est la pénibilité pour raison de santé. C'est-à-dire des personnes qui, dans les dernières années de leur vie professionnelle, ont une santé fragilisée du fait de leur parcours professionnel ou de quoi que ce soit d'autre, et c'est leur travail qui ne tolère pas bien cette déficience de santé. C'est-à-dire que le travail réclamerait un athlète complet, on ne l'est pas, et donc on a du mal. Le travail demande de servir de mes bras dans des positions qui demandent de soulever un peu les bras. J'ai des douleurs d'épaule, ou au moins à une épaule, eh bien ça me met en grande difficulté. Mon travail est pénible de ce fait. Et puis le troisième volet qui est le plus courant, et auquel il faut reconnaître sa légitimité, c'est le travail est pénible parce qu'il est vécu comme tel. Et toute personne qui considère que son travail est pénible, eh bien il l'est. Et alors là, on voit qu'on entre dans un registre de toute une série de caractéristiques du travail qui n'ont peut-être rien à voir avec celles que j'évoquais auparavant, qui ont des effets à long terme. C'est peut-être des choses comme, je ne sais pas, c'est sale, les relations ne sont pas bonnes, le temps de trajet est épuisant, etc. Tout cela rend la vie de travail pénible, sans que jamais aucune connaissance n'ait prouvé, et peut-être ne prouvera jamais, que ça a un effet sur la santé au grand âge ou l'espérance de vie. N'empêche que c'est un vrai problème de santé au travail et de santé publique tout de suite. Donc, il faut aussi lui donner ses lettres de noblesse en tant que composante de la pénibilité. Alors, je les reprends très très vite, ces trois-là, sur de petits exemples. Le premier, c'est pour vous montrer que c'est un peu horrible, mais qu'on y arrive quand même. C'est une synthèse proposée par Giovanni Costa, qui est un grand spécialiste du travail de nuit. Et il a rassemblé, il y a une quinzaine d'années, probablement il faudrait l'actualiser, mais peu importe, je ne vous montre pas là le contenu, tout ce qu'on avait comme études probantes sur les liens entre exposition au travail de nuit et pathologie cardiovasculaire. Et alors voilà, on peut faire un travail de ce type avec une quarantaine d'études que l'on résume, que l'on condense, dont on indique en gros quel était le protocole, quel type de conclusions elles aboutissent. Mais ça peut paraître très compliqué, mais si on regarde tranquillement un tableau comme celui-là, ce que je ne vous propose pas de faire là tout de suite, mais ce que des personnes concernées par ce sujet peuvent faire, on arrive quand même à très très bien apprécier en quoi les études épidémiologiques existantes établissent des liens, et quelle est leur ampleur, quelle est leur force, entre une longue exposition au travail de nuit et le fait de développer, à un moment donné, plus tard, des pathologies cardiovasculaires. En ayant en plus en tête ce résultat qui est important, et qu'on retrouve très, très systématiquement dans des travaux de ce type, mais que l'on sait manier et intégrer, qui est ce que les épidémiologistes appellent, vous le verrez dans certains écrits sous forme d'un sigle HWE, Healthy Worker Effect, effet travailleur en bonne santé, et qui est dû au fait que pour être encore dans un travail particulièrement astreignant, présentant certaines contraintes, il faut en avoir les capacités. Et autrement dit, il y a un mécanisme de sélection à l'interne. La personne qui, au bout de 25 ans, c'est le point à l'extrémité de cette courbe, est encore en travail de nuit, avait peut-être d'emblée, et c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte, des caractéristiques qui lui ont permis de tenir le coup. Et par conséquent, ces personnes-là sont plutôt en meilleure santé que celles qui sont restées seulement 20 à 25 ans, qui est le point précédent, qui, elles, ont peut-être quitté ce travail-là en raison de problèmes de santé, de fragilisation de la santé et de moindre tolérance. Ce qui veut donc dire que quand on prend des batteries de données comparant la durée du travail de nuit des personnes et leur état de santé à la fin, on a besoin de travailler, faire des analyses assez fines pour ne pas se retrouver embrouillé dans ses idées par la présence de ces effets travailleurs sains. Donc, les personnes qui proposent des bilans de la pénibilité à long terme, de ce que j'appelais les astreintes potentiellement pathogènes, etc., y compris Gérard Lasfargue, que j'ai cité tout à l'heure, sont d'une grande précision et fermeté sur l'existence de liens et d'une grande prudence sur le fait que la science pourrait toute seule proposer un seuil, proposer une quantification définitive. Ce n'est pas comme ça, il faut que le débat social passe par là, et qu'il s'empare de ces connaissances-là et qu'il les retravaille et qu'il en fasse, qu'il en tire
les conclusions qui soient jugées admissibles par l'ensemble du corps social. Alors, sur le deuxième volet de cet effort de quantification, troubles de santé et gêne dans le travail, je le montre quand même pour insister sur l'ampleur du phénomène. On ne l'a parfois pas en tête, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des individus en parfaite santé, nous tous ici. Je ne tenterai pas l'expérience dans cet amphithéâtre, demander qui est-ce qui considère qu'il est en parfaite santé. Je pense que le nombre de mains qui se lèveraient ne serait pas très nombreux. On a tous quelque chose, quelque part, ou plusieurs choses, des soucis de santé plus ou moins graves. Alors, ceux qui sont énumérés ici, des douleurs, de la fatigabilité, des troubles du sommeil, tendance à la nervosité, la difficulté à faire certains mouvements, etc., etc. Vous voyez que ça correspond, dans une population ici de salariés de 50 ans et plus, à des pourcentages de population qui sont vraiment importants, qui sont des 30, des 40, des 50%. Et parmi ceux-là, en gros la moitié, ça dépend des types de santé, des problèmes de santé, mais en gros la moitié, ça les gêne dans leur travail. Ce qui veut aussi dire d'ailleurs que l'autre moitié, ça ne les gêne pas. Donc ça donne une idée de piste importante à avoir, c'est-à-dire les personnes présentant les fameuses déficiences de santé en question ne sont pas forcément pour autant handicapés dans leur travail. Et donc on peut imaginer des situations de travail qui tolèrent que les personnes ne soient pas des athlètes au mieux de leur forme, heureusement. Donc ça, c'est un deuxième registre qui renvoie à tout ce qui est dans le débat social, aménagement de poste, restriction d'aptitude, possibilité d'avoir des itinéraires professionnels qui permettent de s'abstraire à un moment donné de certaines expositions, etc., etc. Alors le troisième dont j'ai parlé, qui est la pénibilité vécue par tout un chacun, là aussi j'en donne juste un exemple, et un exemple quanti, puisqu'on est en train de réfléchir à la question de l'évaluation quantitative, qui concerne le travail dans l'urgence. Le travail dans l'urgence, il n'y a aucun résultat épidémiologique d'aucune sorte qui établisse que de travailler dans l'urgence, et même de faire ça pendant un certain nombre d'années, dans des situations de travail fréquemment où on est bousculé, ça raccourcisse l'espérance de vie ou ça provoque des maladies au grand âge. En revanche, ça peut être un peu stimulant et beaucoup fatigant au moment même où on le vit. Ça peut nuire à la qualité du travail, etc., etc. Alors, ce résultat est assez intéressant. Il vient de l'enquête Estève que je citais il y a quelques minutes. Et dans une sous-population de cette enquête, on a examiné les consommations de somnifères tranquillisants, de produits psychoactifs, dans une population de femmes employées administratives. Il y en avait 3500 dans cette étude statistique. Et on regardait le lien avec le travail dans l'urgence. Et vous voyez que ce lien dépend complètement de l'âge. Ce qui veut dire qu'aux différentes périodes de sa vie, on ne vit pas comme pénible, si tant est qu'on admette que prendre des somnifères et tranquillisants soit un signe du fait qu'on ne tolère pas bien quelque chose. Ça mérite discussion, mais prenons ça, si vous voulez, en première analyse comme ce sur quoi on s'appuie. Vous voyez qu'aux alentours de la quarantaine, aux âges de 37, 42 ans, qui étaient les deux âges les plus jeunes dans l'échantillon de l'enquête, on n'a pas de différence de consommation de somnifères entre les employés qui travaillent dans l'urgence, qui disent qu'elles travaillent dans l'urgence, et celles qui disent qu'ils n'y travaillent pas. Il ne faut pas forcément dire que tout va bien pour celles qui travaillent dans l'urgence. Je n'ai pas du tout dit ça, mais il peut y avoir d'autres aspects du travail ou de leur vie hors travail ou que sais-je qui font que finalement, on n'a en tout cas pas un surcroît de consommation de somnifères tranquillisants. Et après, quand on dérive dans l'âge, si je peux dire, on voit apparaître des différences absolument considérables au point qu'elles mériteraient d'être versées au débat sur les dépenses de santé dans la société, mais ceci est une autre affaire. Donc, vous voyez, il y a cette affaire de pénibilité perçue qui est une espèce de combinaison de caractéristiques du travail, de son organisation, sans doute de l'histoire de chacun, et puis de l'état dans lequel on est à un moment donné de sa vie. Et il y a toute une littérature à laquelle je ne vais pas ici faire référence, qui dit bien qu'en effet, on sait que et on sait pourquoi, à partir d'un certain âge, on tolère moins bien, non pas de travailler vite, mais de travailler dans l'urgence. Le dicton populaire, ne pas confondre vitesse et précipitation, de ce point de vue-là, est probant. Alors, dans la vraie vie, quand il s'agit vraiment d'évaluer, puisque je suis sur le volet évaluatif, d'évaluer les pénibilités dans un métier, le plus sage, le plus cohérent, ce qui fonctionne le mieux par rapport à impulser un débat social de qualité, c'est quand même de ne pas trop découper les choses et de recueillir les informations telles qu'elles viennent. Alors, dans notre équipe, on a eu l'occasion de faire ça il y a quelques années à la demande du patronat et des syndicats de la collecte de déchets.
Et je vais passer très vite sur quelques résultats, vous faire défiler très vite quelques résultats de cette étude. Mon idée étant de montrer que c'est probablement le métissage de diverses approches et de divers registres de préoccupation qui finalement permet de donner corps à cette idée de pénibilité dans un métier. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je peux renvoyer ici à cet article de 2006 que j'avais fait, qui s'appelait « Montrer la pénibilité du travail » et qui est paru dans Actes de la recherche en sciences sociales. Alors, qu'avons-nous fait? D'abord, nous avons fait de la démographie lourde, avec l'appui de la caisse de retraite des personnels des collectivités locales, où on a pu très simplement comparer la longévité des éboueurs par rapport à l'ensemble des personnels territoriaux, quels qu'ils soient. Et on a constaté qu'il y avait, par exemple, à 60 ans, 3 ans d'écart d'espérance de vie, ce qui est à peu près l'écart qu'on s'attendait à peu près à trouver. Ça situerait les éboueurs comme la catégorie ouvrière plutôt dans la sphère fonctionnaire, parce que là, on avait ces résultats que pour les personnels en régie, c'est-à-dire salariés des communes ou des départements, et un peu pire. Voilà. Alors, on n'est pas en train de conclure, c'est le travail des éboueurs qui provoque ça. Hein. Simplement, on se met ça à l'arrière-plan de la réflexion en se disant il est bien possible, ça attire l'attention sur le fait qu'il est bien possible qu'il y ait des caractéristiques de ce travail qui soient, de ce point de vue-là, pénalisantes. On a eu un deuxième registre qui était un travail d'entretien rétrospectif avec une dizaine d'éboueurs, tout à la fois sur leurs conditions de travail. Ils étaient en toute fin de vie active, ils venaient d'arrêter la vie professionnelle, ils étaient soit tout jeunes retraités, soit au chômage en attendant d'être retraités, vous voyez, dans des situations comme ça. Et on rebrassait avec eux leur itinéraire professionnel en partant de la dernière situation, en leur proposant de comparer avec ce qui précédait, et en leur proposant de tirer un bilan comme ça de leurs diverses expositions, de toute la variabilité que ça avait pu connaître. Et on accède évidemment à toute une série de caractéristiques très, très, très importantes et très intéressantes de notre point de vue, que je vais passer beaucoup trop vite, mais qui indiquent par exemple qu'on est capable de comparer, quand on regarde en arrière son parcours professionnel, on est capable de comparer à d'autres tâches que l'on a faites et dire que c'était plus ou que c'était moins pénible. On peut porter un jugement comme ça d'ensemble. On peut porter des jugements fins sur des éléments de variabilité. Notre propre interrogation poussait à ça. Est-ce qu'il y avait des matériels pires que d'autres, des tournées pires que d'autres, etc. C'est beaucoup comme ça que les ergonomes travaillent, en essayant de cerner de la diversité. Donc vous voyez, voilà, ils mentionnent des types de poubelles, des types de camions, etc., qui étaient plus ou moins rudes. Des éléments sur le fait qu'il faut se dépêcher, des éléments sur le fait qu'on saute depuis le marchepied et qu'on a des chaussures de sécurité qui, à l'époque, étaient très bonnes pour la sécurité, mais très, très rigides, et donc provoquaient des traumatismes. Je vais y revenir dans un instant. Articulaires. Les chaussures de sécurité d'aujourd'hui sont quand même bien, bien meilleures. Voilà, donc il y a cette idée, ce jugement d'ensemble. Il y a aussi un jugement d'ensemble sur l'état de santé dans lequel on se trouve, soi-même et les collègues, au bout du parcours, la fatigue, les coups de pompe qu'on commence à ressentir, les petits incidents qu'on rencontre, les bronchites, les problèmes de genoux qui sont effectivement, semble-t-il, quasiment une pathologie vraiment d'origine professionnelle, dont pratiquement tous les rippers en fin de vie active, rippers et boueurs, c'est deux termes équivalents, sont victimes. Tout de même, un jugement sur le fait qu'au fil du parcours, on a vu apparaître certaines améliorations, avec l'arrivée des containers qui tout de même évitent, dans une certaine mesure, de soulever les poubelles ou les gros sacs à bras-le-corps. Le fait que peut-être il y a un peu moins besoin de courir, encore qu'ils courent encore pas mal, je vais y revenir dans un instant, parce qu'avec le système des containers, il y a des aspects de bien s'organiser pour ce balai des containers, et que c'est là qu'on arrive à gagner du temps, et puis des détails de confort mais très importants sur les paravents, sur les vêtements, sur le revêtement des rues, qui est quand même meilleur par rapport aux nombreuses rues pavées qu'il y avait encore au début de la vie professionnelle de ces personnes. Mais tout de même, des difficultés qui demeurent. Il faut continuer quand même de se dépêcher. Il y a quand même des efforts physiques à fournir. Il y a aussi une concentration intellectuelle assez importante pour voir où aller chercher quel container, qui est-ce qui y va, etc. Il faut s'organiser de manière très, très fine. Et puis, alors, beaucoup de jugements très, très défavorables sur les usagers, les résidents, qui
que l'on rencontre aussi bien avec des enseignants que des postiers, que des personnels de santé, etc., et des éboueurs en fin de vie professionnelle, cette idée qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, la société avait d'autres comportements avec les personnes qui sont là pour faire du service public, quoi. Alors, bon, c'est un jugement qu'il faut prendre avec prudence, mais qui pourrait recouper un certain nombre de phénomènes sociaux que l'on analyse par ailleurs. En tout cas, ces personnels-là sont très très sensibles, non pas que ça soit général, mais sensibles au fait qu'il suffit que dans une matinée, il y a eu 2-3 comportements particulièrement incivils, du genre se pincer les narines quand on croise un éboueur sur un trottoir, alors que les éboueurs ne sont pas particulièrement mauvais. Hein. Les déchets, oui, mais eux, non. Ou des choses comme ça, ou jeter les sacs poubelles par les fenêtres. Enfin, il y a un certain nombre d'incidents auxquels on a assisté et qu'ils vivent extrêmement mal. Et vous voyez, ça c'est en plein dans la pénibilité, cette dégradation du comportement des usagers, aussi des automobilistes par exemple, qui ne pourra que difficilement servir d'argument pour obtenir une compensation des parts anticipées pour atteinte à l'espérance de vie et à la santé au grand âge. C'est autre chose. Et pourtant, c'est une vraie pénibilité qu'ils vivent et dont il s'agit de leur donner acte et auquel il faudrait penser à remédier. Alors, on a rebouclé tout cela, mais là, je ne vais vraiment pas y insister pour vous montrer qu'on a fait aussi de l'ergonomie hard là-dessus, on a fait de l'analyse d'activité, on a réellement repéré que toute une série d'efforts, ceux que vous voyez ici dans la légende, sont quand même beaucoup, beaucoup moindres dans le cas où on utilise des containers, les containers qui sont arrivés qu'il y a quelques années, et dans certaines villes, pas encore, hein, c'est ce que montrent donc les petits diagrammes du bas, là. Et de même, on a fait une évaluation des courses, des nombres de courses par heure, des durées de courses, qui nous ont permis quand même de constater qu'il y en avait toujours beaucoup, quelle que soit la tournée qu'on avait utilisée, et que les anciens et les jeunes en font tout autant, et qu'il n'y a pas tellement de protection des âgés par rapport aux plus jeunes, en termes de devoir trottiner à côté du camion pour tenir les délais de la tournée. Bon, voilà ce que je dirais donc sur la dimension évaluation, épreuve vue comme évaluative. Et la toute dernière tranche donc, dans mon exposé, c'est les épreuves vues comme révélatrices. Et je disais que la pénibilité, le débat sur la pénibilité a eu et a toujours le mérite d'amener à reprendre conscience du fait que ce n'est pas une affaire réglée. Et je dois dire que de ce point de vue-là, témoignage vraiment personnel, dans les contacts avec des médias, des commissions parlementaires, même des étudiants, je ne rencontre plus guère l'incrédulité d'il y a 10-15 ans. Ah, vous croyez encore qu'il y a telle forme de pénibilité, mais ça, c'est en train de disparaître, etc. Quelque chose, dans le débat social, et c'est heureux, a fait qu'on regarde la réalité du travail, non pas comme on dit souvent, en effet, on n'est pas au temps de Zola, mais comme un univers d'exigences physiques, y inclus physiques, et de contraintes de travail nombreuses et qui posent des problèmes et qu'il s'agit de mettre sur la table si on souhaite pouvoir intervenir à leur sujet. Alors, je vais résumer en 4 ou 5 diapos les évolutions du travail et leurs enjeux de pénibilité. Et là, je ne peux que vous renvoyer à toute la littérature abondante qu'il y a, ou par exemple, sans faire de l'autopromotion, au petit repère La Découverte dont parlait Pierre-Michel Menger sur les conditions de travail qu'on a fait avec Michel Golac, mais enfin, à bien d'autres auteurs aussi, bien entendu. En gros, tout de même, il est bon de se souvenir que les grandes contraintes et nuisances physiques ne sont pas derrière nous, que pour des raisons diverses, malgré le recul des effectifs d'ouvriers de l'industrie, malgré la mécanisation, l'automatisation, etc., on a bel et bien des sollicitations physiques en grand nombre dans le monde du travail des pays industrialisés aujourd'hui, et puis que est venu se greffer là-dessus ce que Philippe Askenazy appelle le productivisme réactif, c'est-à-dire cette combinaison de devoir faire de la quantité et de devoir s'adapter très très vite à la clientèle, avec zéro stock, du juste à temps, le recentrage d'entreprises sur leur cœur de métier, des mécanismes de qualité totale. Donc adapter de plus en plus en temps réel ce que l'on fabrique, ce qu'on produit comme service à la demande immédiate, et adapter la main-d'œuvre à la production. Donc il y a ce double ajustement-là qui se traduit, c'est ce que j'énumère ici, par un recul de la norme de l'horaire stable et diurne. De plus en plus, on travaille un peu tout le temps, du moins certains travaillent un peu tout le temps. Débat en cours en ce moment sur le travail dominical dans les commerces.
qu'il y a accentuation des facteurs de pression temporelle dont j'ai parlé tout à l'heure à propos des somnifères, là, vous vous souvenez, on travaille de plus en plus dans l'urgence, et puis l'entreprise elle-même se comporte comme s'il fallait qu'elle-même se transforme dans l'urgence de plus en plus souvent. On a un monde du travail de plus en plus mouvant et on considère qu'être mouvant est devenu le bien. L'ouvrage magnifique qui, à mon avis, analyse ça et le démontre, qui remonte maintenant à une quinzaine d'années, c'était Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Luc Boltanski, Eve Chiapello. Je vous renvoie, entre autres, à cet ouvrage-là. Alors, quels enjeux de tout ça pour la pénibilité? Ce sera les 4 dernières diapos à peu près de mon exposé. L'enjeu de la persistance des grandes contraintes et nuisances physiques. Eh bien, premièrement, on n'en a pas fini donc avec les mécanismes d'usure à long terme, leurs implications sur la santé. Autrement dit, ce que je vous montrais tout à l'heure en m'appuyant sur le rapport de Lasfargue a toute sa pertinence aujourd'hui. C'est ni de l'histoire ancienne ni en voie de résorption. Et également la nécessité d'examiner des mécanismes de sélection liés aux exigences physiques. On a tout le temps fonctionné, ça reste encore un petit peu vrai dans les pays industrialisés, en admettant ou en considérant légitime qu'une partie des personnes exposées à des sollicitations physiques fortes cessent de l'être ou le soient moins à partir d'un certain âge, un certain moment de leur itinéraire professionnel. Et les jeunes, évidemment, en prenant leur part davantage. Bon, mais il s'agit de savoir si réellement on arrive, on continue à pouvoir faire ces réaffectations-là, savoir si le fait même que l'ensemble de la structure démographique de la population vieillisse va laisser ça toujours faisable ou non. S'il y a statistiquement moins de jeunes, il y a moins de jeunes pour prendre les postes que d'habitude on dédie aux jeunes. C'est aussi mécanique que cela. Bien entendu, il s'agit d'essayer d'éviter des mécanismes d'usure précoce des jeunes, et un certain nombre de travaux en cours en témoignent avec inquiétude. C'est-à-dire qu'on trouve des mécanismes on constate des mécanismes notamment de détérioration d'articulation chez des jeunes ouvriers ou des jeunes employés, par exemple, de l'hôtellerie ou du nettoyage, qui étaient plutôt des caractéristiques de santé que l'on trouvait plus tard chez des personnes qui avaient 20 ou 30 ans de parcours derrière eux, il y a de ça un quart de siècle. Voilà, et donc il s'agit de repérer en quoi tout ça peut ou non être un facteur de fragilisation ou d'exclusion. Et alors il y a un autre volet que je me dois de citer parce que c'est un des fonds de commerce de notre propre équipe, qui est d'insister sur l'existence de stratégies de préservation par les personnes individuellement et collectives, qui sont très importantes à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur renvoyer la responsabilité, mais créer la possibilité pour les gens de se protéger eux-mêmes par des tours de main, par des arrangements entre eux, et du moins créer des organisations du travail qui ne l'interdisent pas, c'est extrêmement important et précieux. Alors, je m'en tiens là pour ce premier volet. Sur l'horaire, le recul de l'horaire stable et diurne, ça renforce l'intérêt de continuer de prêter attention à tout ce qui est cause et effet des troubles du sommeil, que les horaires impactent très très directement. D'autres troubles de santé aussi, les horaires de travail ont un effet sur l'appareil digestif, et puis je l'ai dit tout à l'heure sur l'appareil cardiovasculaire. Les perturbations de la vie familiale et sociale qui peuvent intervenir à tout âge, mais qui peuvent à un moment donné de la vie professionnelle être particulièrement difficiles à supporter. On en a assez, tout simplement. Voilà, on veut revenir. Certains remèdes, au moins partiels, qui sont maintenant beaucoup étudiés dans les recherches récentes, comme le droit de s'assoupir au travail pendant les pauses, y compris, en particulier pendant le travail de nuit. C'est assez différent de voir les différences entre pays de ce point de vue-là. Il y a des pays où c'est maintenant en train de se généraliser beaucoup, d'autres où c'est complètement interdit et anticulturel, tout ce qu'on voudra. Et la France étant dans une position un peu comme ça, intermédiaire, un certain nombre de lieux où c'est admis, pas très organisé, mais admis. Et puis la question de savoir si on peut se construire une expérience de ça. Je tiens toujours ce volet de l'expérience, comme je l'ai fait pour les sollicitations physiques. Peut-on se créer une expérience du travail de nuit qui peut être elle-même une manière de se constituer des ressources pour faire face à la pénibilité, l'atténuer, en amoindrir les conséquences. Comment s'élargir cette expérience, quels sont ses usages, etc. Alors je le dis d'autant plus volontiers que nous avons eu dans notre équipe une thèse là-dessus il y a quelques années, donc je pourrais, à ceux d'entre vous que ça intéresse, donner les références tout à l'heure, c'est facile à trouver. Sur la pression temporelle, c'est bien compliqué ça.
c'est bien compliqué parce qu'elle peut avoir un petit effet stimulant, hein, l'esprit un peu de commando qu'il peut y avoir dans certains milieux professionnels, les start-up, je sais pas quoi, les architectes, le monde de la création, etc., se paye aussi. Et donc, il s'agit de comprendre un certain nombre d'enjeux assez fins sur le lien entre pression temporelle, urgence et expérience. Avec la pression temporelle, on a davantage besoin d'expérience pour pouvoir réagir de manière très réactive, pardon pour le pléonasme, dans certaines circonstances où l'urgence le commande. Et en même temps, plus on est le nez dans le guidon, comme dit l'expression, et moins on se la construit, l'expérience. Et moins on se dote de ressources qui permettent de faire face aux événements qui suivent. Plus on fonctionne au présent, et moins on peut anticiper sur ce qui va suivre. Il y a une interaction complexe entre richesse et qualité du travail, c'est-à-dire que, je l'ai dit juste avant, l'urgence peut être assortie de caractéristiques stimulantes, intéressantes, riches du travail, et au moment où on ne tient plus bien le coup, si on est dans une grande entreprise ou administration, on peut être reconverti sur quelque chose, on va être un peu moins sur la brèche, mais peut-être avec un travail moins intéressant. Et du coup, on va avoir une fin de vie professionnelle assez morose. On va être privé de quelque chose qui faisait, d'une certaine manière, toute la qualité, toute la richesse de l'occupation professionnelle qu'on avait auparavant. Est-ce que ça pousse à vouloir partir plus précocement, de travailler dans l'urgence? On n'en peut plus, et donc carrément, on prend sa retraite avant l'heure. Et aussi, un point sur lequel maintenant nous travaillons beaucoup, et qui est un des abords importants de ces questions de pénibilité également, c'est est-ce que l'urgence compromet la transmission des savoirs professionnels entre générations? On est en train de débattre du contrat de génération en ce moment. C'est très important d'avoir cet aspect-là en tête. Quand les conditions de travail sont telles que les anciens en souffrent, que les jeunes sont débordés et que personne n'a le temps de faire circuler les savoirs, y compris des savoirs de protection de soi-même, circulent moins bien. Et donc il y a une facette de la pénibilité là qu'il s'agit d'avoir aussi en tête. Et enfin, cette entreprise mouvante, cette entreprise changeante, en quoi est-ce que ça a aussi des enjeux pour la pénibilité? Bien sûr que ça en a, parce que les situations de changement elles-mêmes peuvent être éprouvantes, pour reprendre le vocable que j'utilisais au début de cet exposé. Ils peuvent rendre les parcours professionnels un peu incohérents, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus la continuité entre une situation et une autre que l'on vit après. Ils peuvent casser la confiance dans les collectifs, ils peuvent ou ils peuvent ne pas, hein. Il y a autant de pistes de prévention dans ce que je dis. Ils peuvent, à force de mutations incessantes, casser un tissu de confiance et d'interrelations précieuses dans l'activité de travail. Et puis, souvent, quand on a pris l'habitude de changer beaucoup et qu'on considère que changer, c'est bien en soi, qui semble être parfois une valeur promue dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, on arrive aussi à une situation où on fait ces changements très vite, chacun d'eux, et où donc on les prépare peu, on sous-estime tout le degré de réflexion préalable qui serait nécessaire, et du coup ça fait évidemment beaucoup de dégâts, et ça ne permet pas que se construise là aussi une expérience précieuse. Construire une expérience d'une contrainte extérieure demande toujours du temps de la réflexion, de l'anticipation, et donc plus on brusque les choses, plus la pénibilité s'accentue et risque de faire des dégâts. Alors vous voyez que j'ai traversé toute une série de registres de connaissances, et puis je n'ai pas spécialement pointé des registres d'action, peut-être que vous les avez vus au passage. Là, pour conclure, j'en distingue quand même clairement trois grands blocs que vous avez peut-être perçus, qui est souvent une question qui se pose. Si on veut réduire la pénibilité, est-ce qu'il faut faire pour tout le monde? Est-ce qu'il faut faire pour certains, en l'occurrence les âgés? Enfin, comment on s'y prend? Il faut faire un peu tout. Il y a certainement intérêt à mener des actions d'amélioration des conditions de travail pour tous et partout et tout le temps, dans tous les domaines. Alors, ce propos très général demande d'être décliné de manière précise dans des situations extrêmement ponctuelles qu'il s'agit de regarder de près. Mais enfin, en gros, c'est tout de même ça qui permet d'éviter d'user prématurément les jeunes, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, et qui permet de préserver dans une certaine mesure les anciens. On peut quand même avoir des actions ciblées sur des personnes présentant des déficiences, quelles qu'elles soient, de santé, qui numériquement sont plus nombreuses avec l'âge.
Donc ça peut être aussi des cessations anticipées de ce point de vue-là. Et puis, j'y ai assez insisté dans la fin de cet exposé, on a grand besoin de valoriser les atouts de l'expérience. Alors, soyons bien clairs, valoriser les atouts de l'expérience, là, je ne suis pas en train de plaider pour des discours pommade, quoi, si je peux me permettre. Oui, vous, les anciens, vous êtes précieux, vous êtes très bien, vous êtes la mémoire de l'entreprise. Enfin, ça vaut mieux. C'est mieux de tenir ce type de discours respectueux qu'un discours complètement méprisant. Vous êtes hors du coup, quand est-ce que vous partez? Mais ce n'est pas là-dessus essentiellement que se joue la reconnaissance de l'expérience. C'est beaucoup plus quand on favorise les stratégies de travail individuelles et collectives que se sont construites les gens au fil de l'expérience. Et dire les stratégies des personnes ne dédouane pas l'employeur, le management. Il ne s'agit pas de dire « Ah, ben c'est très bien, vous avez des stratégies, le CREAPT et les chercheurs montrent que vous savez drôlement bien vous préserver vous-même, allez-y ». Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité un peu plus complexe, mais tout aussi forte de l'employeur ou de l'État employeur, de créer des conditions pour que ces stratégies puissent se bâtir. Alors, au regard des trois grandes formes de versions de la pénibilité que j'évoquais dans la partie évaluation de mon exposé, les trois registres que je viens de nommer ont des actions diversifiées. L'amélioration globale des conditions de travail joue à la fois sur les astreintes pathogènes à long terme, sur la possibilité d'accueillir des personnes ayant une santé déficiente, sur le vécu difficile possible des dernières années de vie professionnelle. Les actions ciblées, dont la cessation d'activité, peuvent être éventuellement justifiées par un passé professionnel pénible, mais ne règlent que, ce qui est déjà pas si mal, le problème des personnes présentant des déficiences. Et puis, j'y insiste, tout ce qui peut être politique, public ou d'entreprise valorisant les atouts de l'expérience est précieux pour créer des fins de vie professionnelle, des fins de vie de travail moins pénibles, finalement, à tous les sens du terme. Voilà, merci de votre attention. Le format du séminaire interdit de donner la parole, ou interdit, ou du moins limite beaucoup ces possibilités. Donc, je vais jouer le rôle de discutant, alors même que je suis sûr qu'on pourrait procéder tout à fait autrement. En fait, j'ai plusieurs questions. D'abord, sur la culture de la causalité dans le débat social. Tu as montré que la causalité est complexe sur ces questions-là, et elle l'est encore plus quand on touche à des phénomènes de long terme qu'à des phénomènes de court terme. La manière dont tu as défini la pénibilité à travers une sorte de situation probabiliste qui se réalise ou non à long terme, évidemment, introduit des mécanismes de causalité assez sophistiqués. Et quelle est la position d'un expert et de l'expertise avec sa dimension à la fois scientifique et aussi prudentielle dans le débat public? Comment est-ce que ça se présente? La deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'il existe des expérimentations en grandeur nature qui agissent non pas simplement sur le phénomène immédiat d'un risque qu'on peut diminuer ou annuler par une modification des conditions de travail, mais qu'on a mesuré avoir un impact à long terme? Est-ce que ça existe, des modifications profondes d'une situation qui ont un impact à long terme? La question, c'est comment intégrer le changement immédiat dans la réalisation à long terme des situations. Je ne sais pas si c'est une question claire, mais comme toute une partie de l'analyse consiste à créer autour de l'individu et des conditions de travail une enveloppe de probabilité, c'est un raisonnement assez sophistiqué. Et évidemment, pour agir, cette question, c'est quelle est l'échelle de temps sur laquelle on agit. Et peut-être que la troisième question que j'ai, c'est les différents mécanismes qui se dégagent. Il y a des mécanismes de compensation quand les conditions de travail sont plus ou moins pénibles. Ça, c'est dans une situation soit immédiate, soit différée.
des mécanismes de prévention, des mécanismes d'assurance, et puis tu as insisté, et ça j'ai trouvé ça important, des mécanismes ou de préservation ou de réflexivité individuelle ou collective, ce que tu appelais des expériences au sens fort du terme, c'est-à-dire de partage et de prise de conscience et de transmission. Elles impliquent chaque fois ces 4 mécanismes, je les ai distingués comme ça, mais ils impliquent des univers de référence et des acteurs différents. Comment est-ce qu'on les relie? Tu as dit à la fin, il faut faire un peu de tout, mais est-ce qu'il y a des effets est-ce qu'on peut cumuler les actions ou est-ce qu'il y a des effets d'éviction? C'est-à-dire, si on met en place un mécanisme, ça évite ou ça déclasse d'autres mécanismes, ou est-ce qu'on peut les rendre compatibles? Jusqu'à quel point peut-on les rendre compatibles? Bon. Sur ta première question, je crois que je vais m'abriter, mais volontiers, derrière ce que dit Lafargue lui-même, quoi. Donc, voilà, sans aucun doute un vrai expert de ça, hein, pour la médecine du travail, qui a une grosse expérience et qui a compulsé la littérature, y compris internationale, là-dessus. Et lui, il fait clairement une réponse en 2 temps à la question que tu poses sur l'approche de la causalité et la position de l'expert. Il dit ce n'est pas la même posture d'expertise et ce n'est pas le même type de connaissances qu'il faut souligner quand on est en train de réfléchir à la prévention et quand on est en train de réfléchir à la compensation. Pour faire de la prévention, on a besoin de détails, dit-il. Autrement dit, on a besoin de regarder une situation précise, de très près, de recueillir des éléments de variabilité au jour le jour, même à l'heure, de mesurer des degrés de concentration d'un toxique et dans quelle mesure la personne s'en éloigne ou pas, de peser une charge, mais aussi de regarder si elle est poignée ou pas, s'il y a un porte-à-faux, s'il faut marcher en pente, si ça glisse, etc. Et plus on ouvre comme ça la réflexion, plus d'une part on évalue de manière attentive, plus on est respectueux aussi de la réalité des choses, et plus on déploie un registre d'actions de prévention possibles multiples. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer par éviter que le sol soit glissant. La charge est toujours aussi lourde, mais au moins on la porte sur un sol qui ne glisse pas. Et du point de vue du transport de cette charge lourde, c'est quand même moins sollicitant et moins dangereux de le faire. On a comme ça on ouvre des possibilités, des actions éventuellement immédiates qui améliorent déjà un peu les choses et qui parfois ne coûtent pas cher aussi. C'est-à-dire que pour l'employeur, on peut déjà commencer à améliorer un peu les choses sans tout de suite faire des investissements considérables. Quand on est dans le débat social sur, par exemple, la compensation des retraites anticipées, lui, je crois qu'il utilise quelque part l'adjectif rustique. Il dit il faut des grands critères interprofessionnels, éventuellement un peu après déclinés par branche, sur lesquels on va se mettre en gros d'accord, où tout le monde saura très bien qu'on n'est pas en train d'évaluer au trébuchet le degré de pénibilité cumulée de l'itinéraire de monsieur ou de madame un tel ou une telle, mais qu'à la sortie, quand on aura mis en place ce dispositif, on sera un peu plus proche de la justice sociale qu'on ne l'était avant, et même beaucoup plus proche de la justice sociale. Autrement dit, les connaissances scientifiques permettent de dire qu'un dispositif, une fois qu'il est construit, il est tout de même, il rend mieux justice aux expositions antérieures que si ce dispositif n'existait pas. Bon. Ça, voilà, de réponse à ta première question. Y a-t-il des expérimentations grandeur nature axées sur les actions de moyen long terme? Alors, quand tu dis expérimentation, tu veux dire y compris en regardant à la fin si ça a marché. C'est ça, c'est-à-dire en y intégrant à la sortie l'expérience, donc on regarde les résultats de l'expérience. Oui, il y a 2 types d'expérimentation. Il y a la vraie, on crée un dispositif et on regarde à très long terme, par exemple par des suivis longitudinaux, des choses comme ça, ou alors une rupture qui arrive et qui est une quasi-expérimentation. Quelque chose a eu lieu dont on s'aperçoit que ça a eu un effet à long terme, mais qui n'est pas l'objet d'un dispositif d'évaluation anticipé a priori. Voilà, donc ce n'était pas des expérimentations. C'est ce que j'allais te dire, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. On a beaucoup de choses sur les effets plus tard d'événements qui se sont passés auparavant. Si on devait faire un bilan assez précis de l'arrivée des containers chez les éboueurs, pour reprendre l'exemple dont j'ai parlé,
on pourrait regarder dans quelle ville, où, quand, comment se portent les éboueurs. J'ai parlé des containers, mais il y a les modes d'organisation du travail. Par exemple, le type de négociation entre le patron de la petite agence locale de déchets et le maire, et la manière dont les cahiers des charges sont établis. Nous, on a été quand même très, très étonnés dans l'équipe. On est intervenu dans 5 ou 6 villes différentes et on a découvert des personnes qui étaient toutes éboueurs, qui avaient des matériels voisins et qui n'étaient pas du tout dans le même état et qui ne tenaient pas le même discours sur les astreintes de leur profession. Et là, en effet, cette différenciation-là, on en voit de manière palpable, même pratiquement quand on rencontre la personne elle-même. Enfin, les médecins du travail disent volontiers ça. Enfin, il y a des personnes, on voit tout de suite, qui font plus vieux que leur âge. Et vraiment qui portent la marque d'une vie de travail astreignante, alors qu'il peut être dû à d'autres métiers qu'ils ont fait avant. Mais s'agissant de personnes qui sont éboueurs depuis longtemps, on peut vraiment mettre ça en lien avec dans quelle ville est-on, comment se sont faits les cahiers des charges, quand sont arrivés les containers, etc. etc. Bon. Donc ça, oui. Maintenant, ce qui est intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est d'avoir une posture prospective là-dessus. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises, plutôt grandes, et probablement dans les petites de manière moins formalisée, qui essayent d'intégrer à leur politique du travail des dimensions de moyen et long terme. On dit qu'ils essayent non seulement de remédier aux risques les plus criants, les plus immédiats, mais de se dire ça, on sait, et si les connaissances se diffusaient davantage, ils le sauraient davantage, mais il y a quand même un savoir comme ça, profane mais diffus, mais pas de mauvaise qualité. On sait qu'à long terme, ça fait des dégâts, et donc si l'entreprise elle-même est dans une logique de ne pas disparaître dans quelques années, c'est tout le problème, si l'entreprise elle-même se voit un peu dans un avenir, il y a une espèce de fait d'expérimentation, si tu veux, qui se met en place, mais qui est considérée aussi comme étant dans l'intérêt bien compris de l'entreprise. Alors, notre expérience, mais non vérifiée, c'est que c'est particulièrement visible dans des PME qui se transmettent, dont l'entreprise elle-même se transmet de père en fils. Et on a constaté ça, c'est-à-dire que le père lui-même est du métier, hein, il a à son corps défendant, c'est le cas de le dire, éprouvé les choses, et le fils a lui-même commencé, etc. Et donc il y a une sorte de gestion, de préoccupation de gestion un peu à moyen long terme de problèmes de santé au travail qui est parfois d'une capacité d'innovation tout à fait intéressante. Alors maintenant, relier les acteurs, je pense que c'est... Alors, je n'ai pas bien réfléchi à ça, hein, et il faudrait questionner. Il y a d'autres chercheurs qui sont vraiment très, très directement là-dessus. Mais en tout cas, à mon point de vue, ta troisième question est peut-être la plus épineuse. C'est-à-dire qu'en effet, les différentes facettes de pénibilité que je viens d'indiquer ne relèvent, dans le fonctionnement normal de la société, pas des mêmes décideurs dans une entreprise un peu grande, ni des mêmes départements ministériels, enfin des mêmes acteurs publics. Et en effet, la possibilité de créer du lien, de créer des coopérations, de créer des échanges pour que ces différentes facettes-là correspondent, et aussi ces différents niveaux. Quand j'ai insisté, je terminerai là-dessus, sur les vertus de l'expérience, de pouvoir la construire et la mobiliser pour se préserver individuellement, collectivement, la question de bien comprendre dans toutes les chaînes de décision, jusqu'à l'employeur, voire jusqu'éventuellement au donneur d'ordre, si l'employeur est lui-même sous-traitant, etc., comment on crée les conditions pour que ces stratégies-là s'élaborent, fonctionnent et donnent de bons résultats, implique des acteurs de diversité horizontale, mais aussi de niveaux extrêmement différents, et qui ne sont pas forcément accoutumés à travailler ensemble. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que des interventions extérieures, dans le cas où il y a des études bien menées, dans le cas où il y a des médecins du travail, qui ne sont pas vraiment extérieurs, mais qui peuvent avoir un type d'intervention comme ça, multifacette, précieuse, ou des chercheurs, dans les quelques cas où les chercheurs du domaine peuvent se mêler à l'affaire, joue un rôle pour ça, joue un rôle pour créer une occasion d'échange entre des acteurs qui sinon traitent un bout du problème et du coup le traitent de manière trop partielle. Merci beaucoup, Serge. Merci